Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des Césars 2020 et du Female Gaze. Et ça ne vous a sans doute pas échappé, mais durant la cérémonie des Césars, Roman Polanski, le pédophile, est reparti avec le César du meilleur réalisateur, et puis également du meilleur scénario d'adaptation. Et mon but là n'est pas de revenir sur la polémique qu'il y a autour de Roman Polanski. Je lui ai fait une vidéo dédiée, j'ai expliqué ce que j'en pensais, j'ai expliqué également quelle était véritablement l'affaire Roman Polanski, loin des clichés et des conneries qu'on peut lire habituellement sur Internet. Et surtout, j'ai tenté d'expliquer ce qu'impliquait la mise au banc de Roman Polanski. Non, moi j'ai envie de revenir sur autre chose. Durant ces Césars, on a entendu beaucoup parler donc de la présence de Roman Polanski, mais on a également entendu parler de la présence du Portrait de la jeune fille en feu, le dernier film de Céline Sciamma. Et on a pu lire notamment sur Allociné, j'en ai déjà parlé également dans ma vidéo sur Polanski, que c'était le nouveau monde qui affrontait l'ancien monde, le nouveau monde du female gaze et du Portrait de la jeune fille en feu qui affrontait le vieux monde et le violeur Roman Polanski. Il y avait une sorte de manichéisme, de dualité, de dichotomie, je ne sais pas ce que tu veux mettre comme mot derrière, mais en tout cas, c'était à peu près ce qui ressortait. Il y avait deux films en compétition, qu'il y avait deux visions qui s'affrontaient. Il y avait la vision du Portrait de la jeune fille en feu, et il y avait l'ancien monde qui défendait Roman Polanski. Alors, la question du female gaze et du male gaze, vous en avez peut-être entendu parler notamment après le festival de Cannes 2019, où il y avait d'un côté, là c'était pas J'accuse, mais c'était le film d'Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love Intermezzo, que je n'ai pas encore pu voir parce que je l'ai pas encore sorti en salle, et du coup le Portrait de la jeune fille en feu qui serait le female gaze. Voilà, l'opposition entre le male gaze de Kechiche, horrible, le nazisme, et le female gaze, le progrès, la beauté du Portrait de la jeune fille en feu. Et la question du male gaze et du female gaze est intéressante, c'est la question du point de vue. En effet, si jamais vous lisez des livres, si jamais vous avez été au collège ou vous avez été au lycée, vous avez lu des livres, vous avez eu des cours de lettres, et dans les cours de lettres, on vous a parlé du point de vue. Quel était le point de vue? Est-ce que le narrateur est interne, c'est-à-dire que est-ce que c'est un personnage qui parle à la première personne? Est-ce que le narrateur est externe, c'est-à-dire que est-ce qu'il est c'est pas le héros, le narrateur, mais s'il se focalise sur le héros, est-ce qu'il connaît les pensées ou non du héros, ou bien est-ce qu'il est omniscient, est-ce qu'il sait absolument tout? Et c'est une question qui est intéressante dans l'analyse littéraire. Et donc, si elle est intéressante dans l'analyse littéraire, eh bien moi j'estime qu'elle est également intéressante dans l'analyse cinématographique. Évidemment, si je raconte un roman policier du point de vue du tueur, du point de vue du policier ou du point de vue de la victime, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire qui est racontée. Et donc moi je trouve ça tout à fait intéressant, tout à fait pertinent de venir questionner le point de vue au cinéma et de voir quels sont les points de vue qui sont exprimés au cinéma, comment est-ce qu'on raconte les histoires et surtout comment est-ce que ce point de vue est filmé. Est-ce qu'on va utiliser une caméra subjective, comme dans le remake de Maniac que je n'ai pas vu, ou bien dans Enter the Void? Est-ce qu'on va utiliser une voix off pour montrer qu'on voit les choses à travers le héros du film? Ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de raconter ça d'un point de vue totalement externe? Est-ce qu'on va essayer de mettre une distance par la mise en scène? Et là, je peux que donner l'exemple des 120 journées de Sodome de Pasolini, que j'aime beaucoup. C'est un film où clairement on enchaîne les viols sur les viols, et vu que le réalisateur se refuse d'épouser le point de vue des violés ou même des violeurs, on a une sorte de mise à distance qui empêche totalement l'empathie pour un camp ou pour l'autre et qui rend le film profondément dérangeant. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à éprouver de l'empathie pour les pauvres gamins qui se font violer devant toi. Parce que la mise en scène t'en empêche. Et c'est ça qui rend le film si dérangeant. Et le film aurait été tout autre si on avait épousé le point de vue de ces gamins qui se font enlever par la République fasciste de salauds et qui se font ensuite violer dans un château en récitant le Marquis de Sade. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. Et donc, Iris Bray veut interroger tout ça, veut interroger quel est le point de vue des histoires qui sont racontées. Et donc, elle va définir ce que c'est que le male gaze et ce que c'est que le female gaze. Alors, elle donne des sources un peu historiques, blablabla, je m'en fous un peu, je me base sur ce qu'elle raconte elle. Mais avant de commencer, j'aimerais dire que elle, sur son ouvrage, elle dit ça. Lorsque j'utilise l'expression female gaze, un regard féminin, je n'enferme pas ma démarche dans un concept essentialisant. Au contraire, j'espère qu'au fil des chapitres et des analyses, ce concept s'avérera foisonnant, poétique et déstabilisant, plutôt que réducteur et manichéen. Donc là, ça commence bien. Tu vois, on parle pas de manichéisme, elle veut pas être réducteur, etc. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ça me va. Mais moi j'ai tout lu, et oui, si on va à la fin, dans sa conclusion, on peut lire ça. Le male gaze est mortifère, le regard féminin, lui, est un regard vivant, qui produit des images inédites, nos images manquantes. Et là, vous allez me voir venir. C'est-à-dire que, pour moi, déjà, ça, c'est pas possible. Tu veux pas venir dire aux gens que tu vas faire un ouvrage qui va être non manichéen et non réducteur pour ensuite dire que le male gaze, donc le regard masculin, c'est mal, tu vois, c'est mauvais, c'est méchant, c'est tout ce que tu veux, et que c'est mortifère, tu vois. Et que, à côté, le regard féminin, c'est tellement vivant, c'est la vivacité, c'est la vie même. Oh, regarde, c'est inédit, c'est magnifique, c'est beau. Voilà. Pour moi, clairement, là, il y a un échec
on peut voir juste en lisant l'introduction et la conclusion du bouquin, on peut voir que son bouquin est un échec. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'introduction du bouquin et la conclusion du bouquin étaient en accès libre sur Mediapart. Enfin, si on était abonné Mediapart. Donc rien qu'avec ça, on pouvait déjà voir qu'elle se contredisait et que son bouquin n'était pas bon. Et donc là, on va analyser l'échec d'Iris Bray à avoir produit un bouquin qui soit ni réducteur, ni manichéen. Alors attention, Iris Bray est docteure en études de cinéma et de littérature, elle a passé son doctorat à l'Université de New York, et elle est maintenant enseignante au campus français de l'Université de Californie. Donc en fait, elle jouit, enfin ça ne nous regarde pas, mais vous comprenez, bon, elle jouit d'une réputation d'enseignante, de chercheur, de scientifique, d'universitaire. Et on va peut-être voir que sa réputation est peut-être illégitime. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, Iris Bray, pour la sortie de son bouquin, qui est sorti récemment, elle est passée dans plein de médias. Elle est passée sur Mediapart, elle est passée sur Allociné, elle est passée sur France Inter, etc. et dans d'autres médias. Et à chaque fois, elle n'a jamais eu personne de compétent et de qualifié en face d'elle. C'est-à-dire que à la radio, par exemple, elle était sur France Inter face à Natacha Polony. Et moi, j'aime bien Natacha Polony, c'est une souverainiste de gauche, je me reconnais pas mal dans ce qu'elle raconte, à la fois dans la défense de la souveraineté française et puis dans la défense de nos services publics, par exemple. Mais le problème, c'est que Natacha Polony n'est pas une cinéphile. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'en écoutant Natacha Polony, je me dis « Ah oui, quelle grande critique cinématographique !» Et forcément, lorsqu'elle va échanger et débattre avec Iris Bray, Iris Bray va avoir l'avantage parce que Iris Bray est plus cultivée dans le champ cinématographique que Natacha Polony, et Natacha Polony n'a pas forcément l'air d'avoir lu correctement le bouquin, et c'est un peu creux, quoi. Je dis ça, mais il y a une personne qui a été à la hauteur, c'est François Bellodo, et c'est quelqu'un qui, dans les commentaires de ma précédente vidéo, m'avait conseillé cet échange. Et en fait, François Bellodo, vu que lui, il a une culture littéraire, une culture cinématographique, et qu'il a été critique de cinéma, et qu'il a fait de la critique littéraire, etc., il a un peu un regard plus intéressant que Natacha Polony, et il a eu du répondant, il a pu me montrer qu'Iris Bray était finalement qu'une moralisatrice. D'ailleurs, Iris Bray se venge un peu dans le bouquin, elle essaie de lui faire un petit tacle, qui échoue lamentablement, parce que elle répond pas réellement aux accusations de Bellodo. Et donc, si je fais cette vidéo-là, c'est vraiment pour opposer une pensée construite aux débilités d'Iris Bray, parce que nulle part dans les médias, je n'ai vu quelqu'un qui était capable de lui répondre et qui lui a répondu. Et donc, Iris Bray, là, elle pavane un peu partout en se disant « regardez, le female gaze, ouais, non mais attends, c'est une analyse de l'esthétique, etc. » On va venir. On va définir maintenant ce que c'est que le male gaze et ce que c'est que le female gaze. Alors, je vais lire. Alors là, elle parle de Maktub My Love. Les personnages féminins sont vus comme des objets. On connaît leurs prénoms. Cela fait plusieurs heures que la caméra les accompagne. Mais quand elles dansent en boîte de nuit, Ophélie, Céline et Camélia ne sont plus que des culs. Ce processus d'objectification des femmes, dans le but d'exciter celui ou celle qui les regarde, spectateur ou personnage masculin, porte un nom, le male gaze. Laura Mulvey, ou je sais pas comment ça se prononce, explique que le cinéma procure nombre de plaisirs, parmi lesquels celui qu'engendre la pulsion scopique ou scopophilie, le plaisir éprouvé à regarder. Freud associe la pulsion scopique avec le fait de prendre d'autres personnes pour objets en les soumettant à un regard examinateur et curieux. Cette scopophilie traverse le dernier film de Keshish, Maktub My Love Intermezzo, mais aussi ses films précédents. Bon, déjà, il y a un problème. Moi, j'adore Freud. D'accord. Moi, j'adore Freud parce que c'est vachement drôle dans une conversation lorsque quelqu'un est là. Ah ouais, c'est énorme. Tu as vu, franchement, t'as vu la taille de ce sandwich? Et je lui dis, ah ouais, mais tu vas le mettre en bouche, mais tu dirais Freud. Tu vois, des petites blagues comme ça, tu vois, c'est sympathique. Ou bien quand il dit, ouais, moi, ma mère, je dis, ah, mais tu parles beaucoup de ta mère. Tu veux qu'on en parle? Je dirais Freud, comme ça, de ta pulsion pour ta mère, comme ça. Enfin bon, voilà, je fais des petites blagues. C'est très drôle. J'adore faire des blagues sur Freud, même si ça m'est un peu passé récemment. Mais clairement, Freud, moi, je trouve ça génial. Voilà, tu parles des blagues sur la mère, des blagues sur le papa, des blagues sur le caca, des blagues sur le sexe. C'est parfait. Par contre, le problème de Freud, c'est que c'est pas très très scientifique. Donc je ne sais pas où se situe clairement la scopophilie dans le domaine de la science, mais si c'est juste un truc freudien, il y a de fortes chances que ça soit de la merde. Voilà. Et donc la scopophilie, je traduis donc ce qui est marqué dans le bouquin avec un terme simple, c'est le voyeurisme. Voilà, le voyeurisme. Mais déjà on note que pour une universitaire, que scientifiquement ça part vraiment mal. On cite Freud. Voilà, ça part de Freud, bon c'est pas top. Mais voilà, maintenant on va définir ce que c'est que le female gaze. Elle a cité 6 points. S'il fallait proposer une grille de lecture pour caractériser le female gaze, voici les 6 points qui me semblent cruciaux. Il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme. L'histoire soit racontée de son point de vue. Son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Il faut d'un point de vue formel que, grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féminine. Si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. Laura Mulvey rappelle que le male gaze découle de l'inconscient patriarcal. Bon, là, clairement, c'est pareil. Enfin, moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Le geste doit être conscientisé. Genre, tu penses que Keshish, lorsqu'il filme des culs, il est pas conscient qu'il veut essayer de faire de l'érotisme.
Enfin, qu'elle essaie de susciter le désir et l'envie. Enfin, je sais pas, franchement, je comprends même pas ce que ça peut bien vouloir dire. Le male gaze découle de l'inconscient patriarcal, mais c'est pareil, enfin, c'est quoi cette connerie? Surtout qu'on va voir d'autres faits qui après vont expliquer que c'est un peu con, quoi. Le plaisir des spectateurs ou des spectatrices ne découle pas d'une pulsion scopique, prendre du plaisir en regardant une personne en l'objectifiant comme un voyeur. Et donc on a vu qu'il y avait deux choses, il fallait que narrativement il y ait certains critères et que au niveau de la mise en scène il y ait d'autres critères. Et là voici ce qu'elle dit. Mais ce que Kandinsky oublie, c'est que le male gaze est une affaire d'esthétique. Il repose entièrement sur l'analyse de la mise en scène. Voilà, j'invente pas, c'est marqué dans son putain de bouquin de merde. Il y a une contradiction. Voilà, il y a une contradiction. Je veux dire, tu ne peux pas exiger que ton film lutte contre le patriarcat ou je ne sais pas quoi, et dire après, oui, c'est juste une question de mise en scène, voilà. Non, c'est une question d'idéologie, là, ton truc. Ton truc, il a un critère, et ce critère, il est idéologique. Donc non, ça ne marche pas. Tu n'es pas simplement en train d'analyser la mise en scène. Et on va voir ce qui se passe lorsque tu essaies d'analyser la mise en scène. Et on va voir que là, tu es en roue libre. Hein. On va se foutre un peu de ta gueule. C'est pas du niveau de l'émo, parce que l'émo, c'était quand même très scolaire et un peu plan-plan. Là, il faut imaginer toutes les surinterprétations possibles. Je ne veux pas toutes vous les dire, parce que dans le bouquin, il y en a plein. Elle parle de Wonder Woman en train de se toucher sur Wonder Woman. Je suis désolé, mais moi, si le female gaze sait se toucher sur Wonder Woman, je suis désolé. Mais je préfère regarder un film de Polanski. Ou de Keshish, il n'y a pas de souci. Mais surtout, il faut garder à l'esprit qu'on a tous des biais idéologiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très facile de se planter et d'essayer de voir dans un film des choses qui n'y sont pas juste parce qu'on a envie qu'elles y soient. En fait, c'est facile de voir midi à sa porte, tu vois. Et ça se voit très bien qu'elle est en plein biais idéologique, en train d'essayer d'interpréter les choses pour qu'elles aillent dans son sens, en fait, en montrant quelques contradictions. Voici un exemple de contradiction. Voici ce qu'elle dit sur Jeanne Dillman de Chantal Akerman. Alors, Chantal Akerman, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. J'aime bien les films que j'ai vus d'elle. Donc, le but là ne va pas être de critiquer les réalisatrices et les films dont elle parle. Mon but là va être de critiquer sa manière de les voir et les conneries qu'elle peut raconter dessus. Enfin, surtout la manière avec laquelle elle va les interpréter. Alors, juste pour un peu de contexte, Jeanne Dillman est un film de 1975, il dure plus de 3 heures, qui raconte le quotidien d'une femme au foyer qui se prostitue. Et quand je dis que ça parle du quotidien, c'est-à-dire qu'on va voir Jeanne Dillman éplucher ses patates pendant je ne sais pas combien de temps et on va le voir plusieurs fois. C'est un film qui va vraiment axer sur la répétitivité, un truc comme ça, voilà, on va dire ça, la répétitivité des tâches quotidiennes. Et le film est disponible en intégralité sur YouTube. Donc je me permets de vous mettre un extrait d'une scène où elle a un orgasme. On voit rien, mais on voit qu'elle a un orgasme. Voilà, donc me faites pas chier, le film est en entier sur YouTube. Hein. Au premier abord, rien dans le montage n'annonce l'arrivée de l'orgasme de Jeanne Dillman. Une prostituée. Je coupe un peu. L'héroïne bruxelloise est allongée dans son lit, accolée au mur vert de sa chambre. Un homme en marcel blanc, son client, est allongé sur elle, son dos bouge de manière quasi imperceptible. Le plan moyen est statique, les deux corps sont cadrés au-dessus des fesses. Puis, celui de Jeanne commence à s'agiter. Son bras se tend, elle semble vouloir se dégager de l'étreinte. Elle repousse d'une main l'homme qui continue à s'écraser sur elle, avant de renoncer et de tourner sa tête sur le côté. Son bras tressaille de nouveau. Elle appuie sa paume contre la couverture vert amande, place son visage sous un pli du tissu. Elle se débat de nouveau, y renonce et recouvre entièrement son visage avant d'étouffer un cri. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir à l'écran, et voici ce que Chantal Akerman en dit. C'était la seule façon de filmer cette scène, de faire ce film, pour ne pas découper la femme en 1000 morceaux, ne pas découper l'action en 1000 endroits différents, avoir un regard attentif et faire preuve de respect. On sait toujours quel est le point de vue, c'est toujours pareil, je suis resté à bonne distance, ni trop près ni trop loin, mon regard n'était pas neutre, mais la caméra n'avait rien de voyeur au sens commercial du terme, parce qu'on sait toujours où je me situe. On sait que ce n'est pas filmé à travers le trou de la serrure. Et donc là, on a vu une scène d'orgasme qui était filmée de manière un peu distante, c'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas dans le voyeurisme. Chantal Akerman, en filmant ce plan, est restée assez éloignée. Et cette scène, je la trouve absolument excellente. J'ai pas de problème avec cette scène. Moi, ce que j'ai un problème, c'est lorsqu'elle va reprocher ensuite ceci à Persona de Bergman. Contrairement à la scène de Persona de Bergman, où Alma raconte son orgasme, ce discours raconté du point de vue féminin n'échappe pas au male gaze. Et là, il y a une note en bas de page où elle explique. Dans un long monologue, Alma raconte ses multiples orgasmes. Je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie, cette décharge de sperme en moi. Il m'a prise par les épaules et s'est penché en arrière, et j'ai joui encore et encore. Déjà dans la narration du souvenir, on a recours au champ lexical de la scopophilie. Les spectatrices sont mises E.E.S. instantanément dans la position du voyeur, comme les deux silhouettes sur les rochers au-dessus de nous, découvrant les deux filles qui se font bronzer complètement nues.
je ne vois pas en quoi ça en fait du voyeurisme. Les deux silhouettes sur les rochers au-dessus de nous, oui, on peut se dire, ok, il y a un voyeur, mais clairement, la mise en scène ne montre pas qu'il y a un voyeur. Enfin, voilà, c'est pas la mise en scène qu'il raconte, là, c'est juste la narration. Je pensais que le male gaze et le female gaze, c'était juste de l'esthétique et de la mise en scène. Bon, clairement, elle se contredit. Bon. Puis, plusieurs jeux de regard se mettent en place. L'ami d'Alma demande à l'un de ses garçons de s'approcher. Elle l'a guidé à l'intérieur tout en lui tenant les fesses. Son copain était assis et il la regardait. Puis c'est au tour d'Alma d'être pénétrée. Katrina était toujours là derrière le garçon. Elle nous regardait. Une fois qu'il a joui lui aussi, elle l'a pris dans ses bras, et elle s'est servie de sa main pour se caresser, et au bout de l'orgasme, elle a crié comme une gorgone. Je n'ai jamais connu un tel plaisir, ni avant ni après ce jour-là. L'excitation est liée à la vue, à la circulation du regard et à la vue obstruée. Encore une fois, c'est pas de la mise en scène. Et là, tu as bien un point de vue féminin où on t'essaie de te faire vivre l'expérience du point de vue d'un féminin, et donc finalement, ça colle avec les 6 points que tu donnais avant. Bergman nous raconte une scène interdite, le fantasme d'une orgie, dans laquelle les femmes dirigent et jouissent. Pourtant, la triangulation du regard dans ce fantasme, la référence à la gorgone, et donc à la peur de la castration chez Freud, le plaisir pris dans la position du voyeur qui assiste à un acte transgressif, tout cela renvoie au male gaze et non au female gaze. La mise en scène de Bergman renforce cette impression. Alma n'est jamais avec nous, on ne ressent pas ce qu'elle a traversé, la caméra garde ses distances, comme si elle ne comprenait pas son héroïne, voire en avait peur. On est d'accord qu'il y a un problème. On ne peut pas d'un côté louer le fait que la caméra reste à distance pour éviter le voyeurisme dans Jeanne Dillman, et là dire que mon Dieu, la caméra qui reste à distance, ça veut dire qu'on ne comprend pas son héroïne et qu'on en a peur, et là même, on a évité la mise en scène du voyeurisme chez Bergman, et ben ça reste quand même malgré tout du male gaze. Enfin, je veux dire, c'est une connerie. On est d'accord que c'est une connerie. Là, elle est en roue libre, elle est en train d'essayer d'interpréter les trucs comme elle veut, elle ne fait pas référence à la mise en scène, et lorsqu'elle le fait, elle trouve nul un truc qui était bien avant. Bref, je trouve ça mais totalement débile, c'est-à-dire qu'en fait sa notion de male gaze est totalement inconstante. Et même elle va dire que le voyeurisme peut être female gaze. Dans le portrait de la jeune fille en feu, Noémie Merlan est une peintre et elle doit peindre le tableau d'Adèle Haenel pour qu'ensuite elle puisse le donner à sa maman, et sa maman le donnera à un riche Milanais qui pourra épouser ensuite Adèle Haenel si elle est jolie sur le tableau. Sauf que Adèle Haenel n'a pas envie d'être mariée, donc elle refuse de poser. Et donc Noémie Merlan, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit comme ça jeter des petits coups d'œil, comme ça, des petits coups d'œil, regarde, je donne des petits coups d'œil, après je te dessine et tout. Et là on peut se dire, c'est du voyeurisme pur. Nous, on est en train de regarder quelqu'un qui regarde une jolie fille, qui regarde un peu sa nuque, etc. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Marianne observe Héloïse pour retranscrire au plus près ce qu'elle voit. Donc Marianne c'est Noémie Merlan, Héloïse c'est Adèle Haenel. On pourrait penser que le pouvoir se loge dans le pinceau, comme le stylo ou la caméra, dans la main de celui ou de celle qui crée. Mais Héloïse, impériale dans sa robe verte, invite Marianne à venir à ses côtés. Elle lui fait alors comprendre que même si elle est le sujet du tableau, elle est aussi un être qui regarde. La femme qui est peinte n'est pas un objet beau et inanimé, mais une personne qui a la capacité d'agir. De la place où elle se tient, elle observe tout autant Marianne que Marianne l'observe. Elles sont à égalité de regard, et leur désir va émerger de ce rapport. Voilà, donc là maintenant on regarde, mais vu que si l'autre regarde aussi, c'est plus du male gaze, voilà. Et je trouve ça débile, c'est-à-dire qu'en fait là on voit bien que la notion de male gaze et de female gaze, c'est quelque chose d'absolument flou. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider que oui, mais là vu que l'autre la regarde, et en fait finalement, ça veut dire ça, etc. On est en pleine surinterprétation. Parce que des films où la personne qui est peinte regarde également celui qui est peint, il y en a plein. Moi j'ai regardé il y a pas longtemps La Belle Noiseuse de Rivette et c'est ça. C'est Michel Piccoli, alors je ne montre pas les scènes parce que Emmanuel Béard est à poil pendant le film et ça dure 4 heures et 4 heures d'Emmanuel Béard à poil, si vous voulez voir, c'est La Belle Noiseuse, pour regarder, c'est déjà Rivette. Bon voilà, Michel Piccoli vient, il prend Emmanuel Béard qui est toute nue, il la tord comme ça, il fait ah non, tu vas poser comme ça, tu vas poser comme ça, et puis après il se met à dessiner, après il fait non, tu vas poser comme ça, tu vas poser comme ça. Et on a également le regard d'Emmanuel Béard sur Michel Piccoli. Alors c'est pas tout le temps dans le même plan, comme dans le portrait de la jeune fille en feu, mais reste que là, Céline Sciamma n'a rien inventé, et je suis sûr qu'elle dirait que La Belle Noiseuse, c'est du male gaze, elle n'en parle pas du tout là-dedans, mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. J'ai l'impression que tout et n'importe quoi peut être du male gaze, ou du female gaze, selon ce qu'elle a envie que ça soit. Et je vais donner un autre exemple, dans le film Sibylle de Justine Triet, je sais pas comment ça se prononce, que j'aime bien Justine Triet, en fait. J'aime bien tous les films dont elle parle, en fait, c'est pas ça le problème. Elle va dire que ça, c'est du female gaze. Triet filme la scène de sexe qui revient à hanter Sibylle en se focalisant non pas sur le désir masculin, mais sur celui de l'héroïne. Dans cette scène centrale qui dure, Sibylle prend le temps de se caresser, de se déshabiller, de chevaucher son amant.
Et en disant ça, elle a raison. Effectivement, Justine Triet va filmer les choses du point de vue de son héroïne, du point de vue de Virginie Efira, du point de vue de Sibylle. Très bien. Sauf que c'est un film sur le voyeurisme. Ça raconte l'histoire d'une psy qui est pas bien dans sa tête et qui va, à un moment donné, dégager tous ses patients et qui va récupérer une nouvelle patiente jouée par Adèle Exarchopoulos et qui va rentrer dans sa vie, qui va la regarder. Et là, clairement, on est dans le voyeurisme. On est là à regarder Virginie Efira faire du voyeurisme sur la vie d'Adèle. Putain, et la blague. Putain, je l'ai même pas fait exprès. Et c'est d'autant plus du voyeurisme que c'est un film sur le cinéma, c'est-à-dire que c'est un métafilm, voilà. Il y a un film dans le film, et à un moment donné, ils doivent tourner une scène où les deux personnages se désirent, où Gaspard Ulliel désire Adèle Exarchopoulos, donc ils doivent s'embrasser, et donc on est là, placé du côté de Sibylle, qui va regarder ça, et qui même après va devenir réalisatrice de cette scène, et qui va donc après les diriger pour qu'ils puissent baiser devant la caméra. Et donc là, clairement, on est dans le voyeurisme. Je ne vois pas à quel moment, là, on ne serait pas dans le voyeurisme. Pire, à un moment donné, il y a un plan, à 1h12 du film, c'est un pur plan de voyeur. Ça, là, c'est un pur plan de voyeur. Je vois pas comment est-ce qu'on peut dire ça autrement. Limite, là, limite, il manque juste les jumelles avec quelqu'un qui est en train de regarder, là. Et donc là, ça, elle trouve ça female gaze. Alors, et donc, en fait, ce que je veux vous dire, là, c'est tout simplement que c'est totalement arbitraire comme qualificatif. Elle va juste, tourner un peu comme ça, essayer de voir ces trucs, elle va dire ouais non ça c'est female gaze, ça c'est male gaze, en fonction de ce qu'elle aime ou de ce qu'elle n'aime pas. Je n'ai pas l'impression que son interprétation des différents points de vue des films soit quelque chose de très intéressant et de très palpitant et de très objectif. J'ai juste l'impression de voir un truc plutôt subjectif et partisan où elle se dit oui bon ça c'est bien, ça c'est female gaze, ça c'est pas bien, ça c'est male gaze. Et comme dirait Keshish, c'est merguez, parce que male gaze ressemble à merguez. Et oui, Keshish est un vrai franco-tunisien. Il adore le couscous. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça dépend de son humeur, de son bon vouloir ou de sa mauvaise foi, mais absolument pas du film. Et qu'elle n'est pas en train d'analyser l'esthétique du film, elle est en train de poser un saut qualité ou de blâmer un film, et que ce blâme est fondé sur pas grand-chose. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne va pas hésiter à tordre le réel. Par exemple, pour Jeanne Dillman, elle va dire que c'est la première fois que quelqu'un trouve digne de montrer au cinéma le quotidien d'une femme au foyer, ce qui est faux. Voilà, parce que moi j'ai pas cherché très loin, je veux dire, j'ai tapé femme au foyer, film sur internet, je suis tombé sur une liste de films. Jeanne Dillman date de 75, en 74, et je ne dis pas que c'est le premier film qui fait ça, mais voilà, en 74 est sorti un film qui s'appelle Une femme sous influence de Cassavetes. Alors je l'ai regardé pour l'occasion, et effectivement, c'est un film qui parle du quotidien d'une femme au foyer. Il y a autre chose en plus, mais ça parle quand même d'une femme au foyer, où on parle de ce que c'est que s'occuper des enfants, où on parle de ce que c'est que de voir son mari comme ça, sans arrêt appeler au loin et ne pas s'occuper d'elle, ce que c'est que de devoir faire à manger pour tout un groupe d'amis que son mari ramène à l'improviste, etc. Et là, clairement, on épouse, durant tout le début du film, le point de vue de cette femme au foyer. Et elle connaît Cassavetes, elle en parle dans son bouquin. Donc pourquoi est-ce qu'elle vient dire des trucs faux? Pourquoi est-ce qu'elle vient de dire qu'avant Jeanne Dillman, personne n'avait trouvé digne de montrer au cinéma le quotidien des femmes au foyer? Alors effectivement, Ackerman ne fait pas le même film que Cassavetes, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ackerman va beaucoup plus insister sur le côté aliénant du travail de la femme au foyer, c'est-à-dire le fait d'éplucher les pommes de terre, la routine, le fait qu'il ne se passe rien, etc. Elle va accentuer là-dessus, Ackerman, et c'est un film qui est très intéressant pour ça. Je suis pas en train de te dire que l'un et l'autre, c'est la même chose. Je suis en train de te dire qu'il y a deux propositions différentes, mais que le quotidien de la femme au foyer a été filmé avant. Et il n'y a là pas de révolution, parce que là, le regard féminin révolution à l'écran, il n'y a pas de révolution, il y a juste une évolution. Parce que le travail aliénant a déjà été filmé avant dans les temps modernes de Chaplin. On l'a vu, la femme au foyer a déjà été filmée chez Cassavetes. Donc voilà, il n'y a pas eu de révolution avec Chantal Ackerman. Il y a eu une évolution. Elle a poussé le concept de la femme au foyer qui a un travail aliénant plus loin. C'est tout. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas poser ça comme une putain de révolution ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, Iris Bray va parler d'autres révolutions dans son livre. Elle va parler du premier gros plan dramatique qui aura été réalisé par Alice Guy en 1906 dans Madame a des envies. Je vous mets le court-métrage quelque part. Le court-métrage Madame a des envies, qui dure moins de 5 minutes, met en scène une femme enceinte qui succombe à ses envies liées à sa grossesse. On la voit en plan large voler des choses qu'elle a envie d'avaler, et pour la première fois au cinéma, Alice Guy filme en gros plan son héroïne qui insère des objets dans sa bouche.
On découvre ainsi le plaisir que lui procure la sucette qu'elle a volée à une petite fille, le verre d'absinthe qu'elle avale goulûment, le filet de hareng qu'elle renifle et dévore, et finalement une pipe qu'elle fume en s'étouffant et en tirant dessus comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. Chacun de ces gros plans révèle l'expression heureuse de son visage, comme si ce plaisir oral la comblait parfaitement. Et avant, dans le bouquin, elle disait que ces gros plans-là, qui montrent donc quand l'héroïne elle met des choses dans sa bouche, étaient les premiers gros plans dramatiques de l'histoire du cinéma. Et en fait, le problème c'est que c'est pas vrai non plus. Alors j'ai fait quelques petites recherches, j'ai demandé à des gens, etc. Et en fait, je suis tombé sur un réalisateur qui s'appelle George Albert Smith. Alors je sais pas si c'est lui, mais moi je suis tombé là-dessus, donc c'est antérieur, donc on va dire que ça annule au moins ce que raconte Iris Bray, qui dans Sid Kitten, donc ça veut dire le chaton malade, quoi, en 1903, fait un gros plan d'une fille qui est en train d'allaiter un chat qui est malade. Et voilà. Donc, et là, clairement, ça sert également l'histoire, ça sert à montrer un peu d'empathie pour ce petit chat qui va lécher le biberon. L'implication émotionnelle n'aurait pas été la même si on était resté en plan large. Et même encore avant, le même réalisateur, donc George Albert Smith, a réalisé La loupe de grand-mère en 1900. Et là, on voit pas la grand-mère met des trucs dans sa bouche, mais on voit que comme ça, elle s'amuse quand même bien avec sa petite loupe et que c'est quand même bien marrant. Et donc, il va falloir m'expliquer en quoi ces gros plans-là sont moins dramatiques au sens dramaturgie au sens où on raconte une histoire que Madame a des envies en 1906. Et mon but n'est pas de dire que le film d'Alice Dee n'est pas bon, ne pas de dire qu'il n'est pas intéressant, c'est dire que c'est pas le premier gros plan à visée dramatique et c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, mais c'est pas forcément le premier. Et ma question en fait, elle est simple, elle le tire d'où? Parce qu'en fait, là à ce moment-là, c'est pas sourcé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite note, il y a une petite note pour parler de Persona de Bergman juste avant, mais là il n'y a pas de petite note en disant tel historien du cinéma a dit ça, a pensé ça, a conçu ça, etc. Et en fait, c'est bien ce que je reprochais au début lorsqu'elle était dans des interviews avec des gens, lors des débats, etc. C'est que les autres, en fait, ils n'ont pas forcément peut-être la culture cinématographique pour ensuite lui dire, non, en fait, tu t'es trompé, il y a tel réalisateur, ou alors ils n'ont pas fait les recherches pour lui dire, en fait, non, là, vous dites ça, mais en fait, en vrai, regardez, madame, dans ce court-métrage-là, il y avait ça, etc. Donc là, quelle est la différence? Et c'est pour ça que je m'indigne qu'elle n'ait pas de vrai contradicteur. Parce que finalement, elle peut dire toutes les conneries qu'elle veut, elle peut raconter des trucs qui sont absolument faux, et personne ne dira rien. Jamais. Elle peut raconter ce qu'elle veut, sur Allociné ils n'ont pas le niveau, sur France Inter ils n'ont pas le niveau, dans la presse ils n'ont pas le niveau, sur Mediapart ils n'ont juste rien à battre, il n'y a même pas d'appareil critique pour critiquer un peu, pour expliquer un peu les extraits, il n'y a rien, voilà, c'est juste de la promotion gratuite, et je trouve ça débile. Une autre connerie là, qu'elle va nous sortir, c'est le geste révolutionnaire de Céline Sciamma. Le regard féminin de Sciamma nous demande de ne pas rester dans l'immobilisme de notre siège, mais au contraire de participer au film en traversant l'expérience des personnages, en ressentant leur amour et le déchirement qui les attend dans notre chair. Comme Héloïse et Marianne sont à égalité de regard, Sciamma nous dit que nous sommes dans cette même égalité avec elle, le plaisir et le désir au sein du film, mais aussi dans la salle de cinéma, ne repose plus sur une idée d'ascension, de domination, mais de partage. Le geste révolutionnaire de Sciamma est de considérer que le désir peut éclore sans domination, sans humiliation, sans rapport de pouvoir. Vous allez me voir venir, moi j'aimerais bien savoir en quoi, est-ce qu'il y a un historien du cinéma qui a travaillé là-dessus et qui trouve vraiment que, en quoi est-ce que là, c'est la première fois qu'on a un couple au cinéma où le désir naît alors que les deux personnages sont à égalité. Moi j'ai un exemple, Monsters de Gareth Edwards, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le réalisateur donc de deux navets, de Godzilla, le nouveau là, et puis de Rogue One, que je déteste profondément. Bah oui, je déteste Rogue One, pourquoi? C'est quoi que tu aimes dans Rogue One, hein? Dis-moi, c'est quoi que tu aimes dans Rogue One? Dans Rogue One, tu aimes la scène avec Dark Vador. Elle est vachement bien cette scène. Et c'est une scène qui a été rajoutée, et qui sert juste pour le fan service. C'est un peu comme la scène avec Wolverine dans X-Men Origins, je sais pas quoi là. X-Men First Class. Les gens leur demandent, t'as aimé quoi dans X-Men First Class? Ils sont pas là, oh j'ai trop aimé la femme papillon qui crache des rochers avec la bouche. Non, ils sont là, Wolverine était trop drôle, lol. Voilà. On a fait du fanservice. On a occulté tout un film avec une connerie qui fait que tu apprécies. Bon voilà, c'est de la merde. Bon, Gareth Edwards, je déteste Rogue One. Je n'aime pas Godzilla, mais par contre Monsters, je trouve que c'est un très bon film. C'est un très bon film où en fait un homme et une femme vont devoir traverser une zone infestée de monstres genre des aliens gigantesques, pour rejoindre les États-Unis depuis le Mexique. Ce qui est magnifique dans le film, c'est que les personnages ne s'engueulent pas. Le mec, il fait des conneries, la fille pourrait leur en vouloir, mais non, en fait, c'est une sorte de résignation et de volonté d'être perpétuellement ensemble pour arriver au but, et qui va faire que,
parce qu'ils sont ensemble, parce qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, parce que les deux sont à égalité, et qui vont faire qu'effectivement, à la fin, lorsqu'ils s'embrassent, ou lorsqu'ils tentent de s'embrasser, pour ceux qui ont vu le film, c'est juste magnifique. Donc oui, j'ai pas l'impression que Siama soit révolutionnaire là-dessus. Et c'est pas pour dire que le film de Siama n'est pas bien. J'ai apprécié le portrait de la jeune fille en feu, si on enlève quelques problèmes que j'ai déjà pu expliquer dans ma critique ou en vidéo. Donc là, encore une fois, elle voit midi à sa porte. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'en fait, elle veut avoir une vision révisionniste un peu de l'histoire du cinéma. Pour moi, je vois ça comme du révisionnisme. Elle veut placer en révolution à chaque fois qu'il y a eu un female gaze dans l'histoire du cinéma. Elle veut placer en révolution le fait qu'Alice Dee utilise le gros plan. On a vu que c'était pas nécessairement le cas. C'était sans doute une évolution du travail de George Albert Smith. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'était peut-être pas une révolution. Pareil pour Jeanne Dielman, on n'est pas dans une révolution. La caméra à distance, lorsqu'on parle d'orgasme ou lorsqu'on filme un orgasme, Bergman l'avait déjà fait, donc Jeanne Dielman n'a pas révolutionné cet aspect-là. Et Céline Sciamma n'a pas inventé l'égalité dans le couple au cinéma, ni le désir à égalité, on est d'accord. Et d'ailleurs là-dessus, j'aimerais quand même faire un petit aparté. On parle quand même d'un film où on a une noble qui veut se taper une simple roturière, et là, Céline Sciamma ne traite pas du tout l'idée de classe, l'idée de classe sociale, contrairement à La vie d'Adèle. C'est un parti pris pour parler de sororité. Mais est-ce que cette sororité, elle existe dans la vraie vie? C'est une vraie question. Est-ce que la personne qui est riche, maintenant c'est plus des nobles, mais ce sont des grands bourgeois, et la simple roturière caissière à Auchan, est-ce qu'elles ont les mêmes intérêts? Est-ce qu'elles peuvent vraiment être à égalité? Est-ce que l'amour est possible entre deux classes sociales différentes? C'est une autre question. Et puis on voit bien par les statistiques que l'amour en général ne transcende pas spécialement les classes sociales. Et on va montrer encore plus à quel point est-ce qu'elle est subjective et elle raconte finalement de la merde. Et son bouquin subjectif, on s'en bat un peu les couilles. Je veux dire, il n'a pas à faire référence et on n'a pas à le prendre en compte lorsqu'on analyse des films. Et là, en fait, elle va nous parler, attention, je lis, là elle parle de la leçon de piano, de John Campion. C'est peut-être la première fois dans leur expérience canoise que les spectateurs et les spectatrices ressentent la puissance du désir d'un personnage féminin sur un écran géant. Je ne l'ai moi-même éprouvé qu'une poignée de fois dans ce contexte. Ce n'était pas pendant la projection de La vie d'Adèle en 2014, où les comédiennes pourtant sujets désirants dans le film étaient réduits à des objets masturbatoires lors des scènes de nudité et de sexe. Et ensuite elle enchaîne sur le film Aquarius que je n'ai pas vu. Donc c'est pas pour dire que le film Aquarius n'est pas bien, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Mon problème là, c'est que c'est pas argumenté. Là, elle va cracher sur La vie d'Adèle et elle crache systématiquement sur Keshish pendant tout le bouquin, mais c'est que c'est pas argumenté. Et finalement, en fait, on s'en fout qu'elle n'ait pas éprouvé une sorte de désir en regardant La vie d'Adèle. Ça rejoint un peu ce que je disais sur l'ennui au cinéma. Je veux dire, tu t'es ennuyé, moi non, ok, on fait quoi? C'est pareil, là, t'as éprouvé du désir, t'as pas éprouvé de désir, moi oui, on fait quoi? Voilà, hop, c'est deux avis, hop, on fait quoi? On a deux avis, ils se vont pas ensemble, hop, on n'en fait rien du tout. Voilà. C'est pas une argumentation. C'est pas une façon de faire, c'est une pique envoyée à Keshish parce qu'elle n'aime pas le cinéma de Keshish. Et surtout, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire objet masturbatoire? Est-ce que ça veut dire que l'une et l'autre sont un objet masturbatoire l'une pour l'autre, ou bien que c'est un objet masturbatoire pour le spectateur? Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire, là, clairement, dans La vie d'Adèle, si vous ne l'avez pas vu, je mettrai pas l'extrait parce que, évidemment, ça va sauter parce qu'il y a du cul. En fait, on est dans un point de vue féminin, on est du point de vue d'Adèle. Et le personnage principal, joué donc par Adèle Exarchopoulos, il a envie, il désire le personnage de Léa Seydoux. Et donc, lorsqu'ils font le sexe, elle a envie de donner et elle a envie de prendre du plaisir. Et c'est ça que le film montre. Le film montre, à travers sa mise en scène, à travers son découpage, comment est-ce que Adèle et Léa font pour donner et prendre du plaisir. Et elle montre à quel point, donner et prendre du plaisir, c'est un travail laborieux, que c'est pas juste tu fais un petit truc et puis hop, t'es au nirvana. C'est-à-dire que il faut suer. Et c'est ce désir qui pousse à faire l'effort, qui pousse à faire ce travail. Et ça, Keshish le montre très bien. Et en décrivant ça comme ça, j'en ai limite fait un film female gaze. C'est pour dire à quel point c'est une connerie ce truc. D'ailleurs, on va un peu se marrer. Bon, dans son bouquin, elle dit un truc. Elle dit, le male gaze peut être pratiqué par un homme ou par une femme. Le female gaze peut être pratiqué par un homme ou par une femme. C'est-à-dire que le regard masculin ou le regard féminin ne dépend pas du sexe de la personne qui est en train de réaliser le film. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme peut faire un film male gaze. Et elle donne l'exemple du film MILF, que je n'ai pas vu, ou peut-être, je ne sais plus, ça n'a pas l'air bien,
qui est réalisé par une bonne femme et où, clairement, c'est un film male gaze, où la fille veut comme ça montrer qu'elle est encore vieille, mais jolie, etc. Elle est à poil pendant le film et tout pour bien montrer que, mon Dieu, on peut être vieille et désirable. Et pour le female gaze, elle donne l'exemple de Ridley Scott avec Thelma et Louise, qui sera un film female gaze. Donc le regard féminin n'est pas forcément un regard de femme. Le regard masculin n'est pas nécessairement un regard d'homme. Bon. Mais allons plus loin. Pour l'instant, on a parlé de merguez lorsqu'on filmait une femme et qu'on objectifiait, qu'on réifiait, qu'on chosifiait une femme. Très bien. Sauf qu'elle, elle nous dit, après qu'une philosophe a écrit un article pour dire « Oui, dans Once Upon a Time in Hollywood, lorsque Brad Pitt enlève le haut et qu'on voit ses abdominaux, eh bien, c'est du female gaze, parce que cette fois, c'est l'homme qui est objectifié et non plus la femme. » Et là, Iris Bray te dit non, elle n'a rien compris au concept. Dès qu'il y a objectification, dès qu'il y a chosification, dès qu'il y a réification, nous sommes dans le male gaze. Que la personne réifiée soit un homme ou une femme. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Et donc là, pour moi, la question, elle est simple. Pourquoi est-ce que tu appelles ça merguez et pourquoi tu appelles ça female gaze? Ces mots n'ont plus aucun sens. Parce que le regard masculin peut être le regard d'un homme sur une femme, d'une femme sur une femme, d'une femme sur un homme. Pourquoi est-ce que tu appelles ça le regard masculin? Pourquoi est-ce que l'envie, pourquoi est-ce que le regard libidineux d'une femme qui regarderait le corps de Brad Pitt en se mordant légèrement les lèvres humectées serait un regard patriarcal ou qui découlerait de l'inconscient patriarcal? Ça n'a pas de sens. En fait, là, on voit bien que ce que tu racontes n'a pas de sens. Effectivement, je trouve ça intéressant, moi, de poser la question, est-ce que la personne qui est désirée, est-ce que c'est plus un objet, ou bien est-ce qu'au contraire, elle est un sujet? C'est ça la différence pour elle entre le female gaze et le male gaze. Est-ce que tu désires un objet, t'en fais un objet sexuel, ou bien est-ce que c'est une vraie personne? C'est une question intéressante. Mais pourquoi est-ce que tu appelles ça male gaze et female gaze? Pourquoi est-ce que tu parles d'inconscient patriarcal? Dans Twilight, lorsqu'à un moment donné, ils mettent Edward comme ça, qui enlève le torse comme ça, et puis il brille, il y a des paillettes partout. Je me sens que c'est dans le 2, je suis plus sûr. J'ai vu tous les Twilight au cinéma, moi, madame. Je suis un staccanoviste. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas me faire croire que c'est le patriarcat qui dit que les filles ont envie de désirer ce corps. Le corps d'Edward Robert Pattinson. Parce que là, je vous rappelle un des points. Si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. Laura Mulvey, vous savez, la freudienne, la débile, là, rappelle que le male gaze découle de l'inconscient patriarcal. Mais de quoi ça parle? De quoi ça parle? En fait, tout ça ne tient pas ensemble. Et donc, on voit bien que tout ça s'effondre bêtement. Ou alors, il va falloir le démontrer très rationnellement et très scientifiquement. Et sans utiliser Freud à ce moment-là, parce que Freud, on le rappelle, c'est pas scientifique. Que si jamais une femme fantasme sur un homme et l'objectifie, comme les fans de Twilight ont objectifié Edward ou bien Jacob, eh bien ça découle de l'inconscient patriarcal. Mais ça, c'est jamais montré dans le bouquin, d'accord? Elle cite la personne, mais c'est jamais montré dans le bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, on l'accepte. Mais moi, je ne l'accepte pas, vu que c'est basé sur Freud. À ce moment-là, tout ça, je peux le jeter. Vous comprenez bien. Et donc, moi, je me suis amusé, voilà. J'ai pris un film beauf par excellence, j'ai pris Transformers 2, il me semble que c'est le 2. Voilà, je fais des petits commentaires en utilisant des bouts de mots qu'elle peut utiliser parfois pour catégoriser les films. J'ai fait un pastiche, bon, je suis très très clairement de mauvaise foi, mais voilà, j'ai transformé le film sexiste et beauf Transformers 2 en film female gaze. Voici un petit extrait. Regardez ce plan magnifique qui commence. Megan Fox est en entier. Elle n'est pas coupée. La caméra, le cadre décide de ne pas couper, de la garder en intégralité. Pourquoi? C'est pour qu'ainsi on puisse ne pas fragmenter son corps, la montrer respectueuse dans tout son être et surtout ne pas diviser son pouvoir féminin, sa force féminine, parce que le patriarcat a tendance à couper les corps de femmes afin qu'elles ne le dominent pas. Elle est filmée, elle, en légère contre-plongée, tandis que lui est filmé platement de face. On sent que c'est elle qui le domine, on sent que c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui décide de rire, c'est elle qui décide de pleurer. On sent bien que c'est elle qui est autonome. Voilà, on s'est bien marré, mais on va revenir au César. Donc Iris Bray, elle a annoncé dans son interview là sur Allociné qu'il y avait l'ancien monde qui défendait Polanski contre le nouveau monde que représentaient Céline Sciamma, Adèle Haenel, etc. Et en fait, lorsque Polanski a gagné le César du meilleur réalisateur, en fait, elle a fait de la victoire de Polanski sa défaite, tout comme Sciamma et Adèle Haenel en disant que oui, si Polanski gagne, blablabla, on insulte les victimes. Elle a fait de la victoire de Polanski sa défaite personnelle à elle. Puisqu'en fait, elles ont parlé comme ça longuement de female gaze, de la révolution que représentait, on a bien vu que c'était pas le cas, que c'était pas du tout une révolution, qu'éventuellement, elle se plaçait dans l'histoire du cinéma
et qu'elle proposait une évolution de ce cinéma, très bien, mais qu'il n'y avait pas de révolution, du moins pas dans ce dont elle parle. Et donc en parlant de cette révolution là comme ça, on a vu qu'il y a eu un désaveu de la part des Césars, où l'Académie des Césars, donc les votants, ne se sont pas dit « Oh mon Dieu, c'était absolument fabuleux, absolument merveilleux, cette réinvention du cinéma ». Eh bien tant pis pour elle. Et ça fait du coup un double échec. Un échec de reconnaissance, comme je viens de le montrer là au César, mais je pense que cette reconnaissance viendra, il n'y a pas de problème. Un jour Céline Sciamma l'aura son César peut-être, si les Césars continuent. Elle geint tellement pour l'avoir, elle insulte tellement tout le monde qui n'a pas aimé son film pour l'avoir, que les gens vont me donner par pitié. Eh ben, ils vont lui donner son César, ils vont lui donner sa récompense. Et c'est con, parce que Céline Sciamma, moi je l'ai toujours défendue, mais maintenant je trouve qu'elle a juste un comportement débile, et qui donne envie clairement de la détester. À être là en train de dire, oui, les gens, ils ont pas compris, etc. Ah oui, parce que c'est également un argument d'Iris Bray. Oui, voilà, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu ce qui se tramait là, etc. Ouais, ok, ouais, ce serait bien que toi, tu comprennes ce qui se trame dans ton propre bouquin, hein. Donc voilà. Donc on a vu que il y avait un désaveu de la part des Césars, et surtout, il y a un échec théorique grave dans ce bouquin. Il y a un échec théorique grave autour du female gaze dans ce bouquin, où on voit bien qu'en fait, elle est un peu en roue libre, elle interprète un peu tout comme elle veut, c'est un peu subjectif, c'est un peu à sa sauce, et qu'elle raconte des choses qui sont fausses. Et pourquoi est-ce qu'elle raconte des choses qui sont fausses? Tout simplement pour faire croire à la révolution du female gaze, d'où la nécessité d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent en face d'elle, pour lui faire fermer sa gueule.